Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de l'Académie vétérinaire ILS, je vais vous expliquer comment traiter la diarrhée chronique chez le chien. Nous reviendrons tout d'abord sur quelques notions liées à la diarrhée chronique, puis nous évoquerons comment prendre en charge une dysbiose. Nous aborderons aussi la prise en charge d'une intolérance alimentaire et la prise en charge d'une MIS-C, sans oublier de parler de la supplémentation en vitamines et du traitement immunomodulateur. Alors surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. Nous parlons de diarrhée lorsqu'on observe une augmentation en volume ou en fréquence des selles ou une diminution de leur consistance. Elle devient chronique au-delà d'une durée de 3 semaines. Je vous invite à visionner l'épisode sur la démarche diagnostique lors de diarrhée chronique en complément de cette vidéo. Plusieurs causes de diarrhée chronique sont possibles chez le chien et le chat. Le choix thérapeutique dépendra donc de la cause. Nous aborderons ici les principales causes digestives de diarrhée chronique, à savoir la dysbiose, l'intolérance alimentaire et la MIS-C sensu stricto. Lorsqu'une dysbiose est suspectée sur la base d'indices anamnestiques, cliniques et biologiques, plusieurs armes peuvent être utilisées. Depuis plusieurs années, l'utilisation des antibiotiques précédemment prescrits lors de dysbiose, notamment le métronidazole et la tylosine, n'est plus recommandée. Les études de Flore montrent leurs répercussions négatives sur le microbiote, même à distance de la fin du traitement. C'est pourquoi, désormais, des options plus naturelles sont privilégiées. Les prébiotiques sont des substances alimentaires composées généralement de glucides complexes connus sous le vocable d'oligosaccharides et de polysaccharides à courte chaîne. Ils sont définis comme un substrat qui est utilisé sélectivement par les micro-organismes de l'hôte pour conférer des bénéfices sur la santé. On distingue les prébiotiques des probiotiques de par leur action sur les micro-organismes, tandis que les probiotiques sont eux-mêmes un ou plusieurs micro-organismes vivants ayant des effets bénéfiques sur la santé. Les prébiotiques peuvent également être des polyphénols ou des acides gras polyinsaturés. Les prébiotiques sont généralement considérés comme non digestibles par l'animal et ne sont digérés que par les micro-organismes de l'hôte, le plus souvent pour produire des acides gras à chaîne courte. Il existe sur le marché de nombreux produits médicamenteux ou alimentaires contenant des prébiotiques et ou des probiotiques. Nous ne disposons pas d'études permettant de comparer ces produits ou même de prouver leur efficacité. Le choix est clinicien dépendant mais aussi patient dépendant. Plusieurs essais sont souvent nécessaires avant de trouver le bon cocktail pour chaque individu. Lorsque ces produits ne suffisent pas à traiter de façon définitive la diarrhée chronique, une transplantation de microbiote fécal est envisagée. Le choix du donneur doit être bien cadré pour éviter une dégradation clinique. Des recommandations sont disponibles actuellement pour les vétérinaires souhaitant pratiquer cette transplantation sur leurs patients. Les indications sont multiples et chez l'homme, elles vont même bien au-delà des troubles digestifs. L'avenir nous dira s'il en est de même pour nos chiens et chats. Parce qu'il n'existe aujourd'hui aucun test fiable permettant de détecter les allergènes alimentaires chez nos patients, un ou plusieurs essais en gamme hypoallergénique est indispensable. Le choix de l'aliment dépend de l'exposition précédente pour chaque individu à différents ingrédients, mais aussi de la préférence de l'animal et de son propriétaire. La prescription d'une ration ménagère sera par exemple plus contraignante sur un chien de grand gabarit que sur un petit chien. Une grande majorité de patients intolérants l'est aux protéines ingérées, et notamment au bœuf et au poulet, qui doivent donc être au moins temporairement bannis. Il existe plusieurs aliments hypoallergéniques. Les régimes d'éviction contiennent une source protéique à laquelle le patient n'a jamais été exposé. Les hydrolysats sont basés sur une fragmentation industrielle des protéines contenues, leur permettant alors d'échapper au système immunitaire. Chaque essai alimentaire doit être fait pendant au minimum 2 semaines, même si chez la plupart des vrais intolérants alimentaires, une amélioration est attendue dès les premiers jours. Enfin, même si le gluten est responsable de certaines intolérances alimentaires dans des races prédisposées, il n'existe pas de preuve à ce jour que le gluten est plus antigénique que d'autres protéines alimentaires. Le choix d'un aliment sans gluten n'a donc aucun sens chez la majorité des patients suivis pour une diarrhée chronique. La vraie MIS-C, à savoir la MIS-C idiopathique,
est un diagnostic d'exclusion basé sur plusieurs critères. Critère numéro 1, la présence de troubles digestifs depuis plus de 3 semaines de façon permanente ou fluctuante. Critère numéro 2, la mise en évidence histologique d'une inflammation de la muqueuse digestive. Critère numéro 3, l'exclusion de toutes les autres causes d'inflammation digestive telles que les parasites, la dysbiose, l'intolérance alimentaire ou une tumeur. Ensuite, critère numéro 4, l'exclusion d'autres causes de troubles digestifs chroniques telles qu'une insuffisance pancréatique exocrine, une pancréatite ou une dysendocrinie comme l'hyperthyroïdie chez le chat ou la maladie d'Addison chez le chien. Critère numéro 5, l'absence de réponse à des essais alimentaires régulateurs de la flore intestinale ou vermifuges. Et enfin, critère numéro 6, la réponse positive à un ou plusieurs traitements immunosuppresseurs. Quel que soit le type histologique de MIS-C, le traitement inclut donc une combinaison de modifications diététiques, de gestion de la flore et un ou plusieurs immunosuppresseurs. Les recommandations sont basées sur des expériences individuelles puisque les données objectives et comparatives manquent. Aucune étude contrôlée randomisée n'est publiée. Le choix alimentaire constitue un point clé de la gestion de la MIS-C chez le chien. 2 approches principales existent. Le changement pour un aliment hyperdigestif peu sensibilisateur ou pour un aliment strictement hypoallergénique. En réalité, la plupart des aliments hypoallergéniques sont formulés pour être hyperdigestibles. Les protéines doivent être de haute valeur biologique. Traditionnellement, une restriction en graisse était auparavant recommandée lors de malabsorption suspectée, les acides gras non assimilés pouvant stimuler la sécrétion électrolytique. En réalité, la plupart des chiens peuvent tolérer un contenu élevé en graisse et la restriction peut au contraire aggraver l'amaigrissement. La modification du ratio oméga 3 sur oméga 6 peut par ailleurs moduler la réponse inflammatoire. Une restriction en graisse ne sera indiquée qu'en cas de maldigestion avérée ou suspectée des graisses, comme lors de lymphangiectasie marquée. Quelle que soit la stratégie alimentaire choisie, l'appétence est capitale et une transition sur 4 à 7 jours avec l'ancien aliment doit être respectée, sauf pour les aliments hypoallergéniques. Le propriétaire doit bien comprendre que ce régime doit être absolument strict, sans aucun à côté, et ce travail d'éducation est capital dans la gestion des MIS-C. Lors de malabsorption iléale distale, une hypocobalaminée est souvent notée. Une supplémentation orale quotidienne ou parentérale hebdomadaire est alors indiquée. Lors de supplémentation orale, un minimum de 3 mois est recommandé. Lorsque des injections sont choisies, le protocole inclut une injection par semaine pendant 6 semaines, puis une dose 1 mois plus tard. Un dosage de la cobalaminée doit être de nouveau réalisé 1 mois après la dernière injection. Il doit être élevé pour qu'une décision d'interruption soit prise. Plus rarement, une déficience en folate peut accompagner une MIS-C grave et prolongée. Même si la supplémentation orale est bien tolérée, il n'existe pas d'études concernant son intérêt clinique. Lorsque les mesures précédemment décrites ont échoué, l'immunosuppression a un rôle central dans le traitement de la MIS-C idiopathique. Les glucocorticoïdes sont le plus fréquemment utilisés à la dose de 1 mg par kilo toutes les 12 heures pendant 2 à 4 semaines, suivi d'un sevrage très progressif sur des semaines voire des mois. Dans la plupart des cas, la dose peut être réduite jusqu'à jours alternés et dans une minorité de cas seulement, les corticoïdes peuvent être arrêtés. Chez certains chiens, et notamment chez les chiens de grand gabarit, ces fortes doses de corticoïdes ne sont pas tolérées. Dans ces conditions, ou lorsque la diarrhée rechute à chaque tentative de sevrage, l'ajout d'un autre immunosuppresseur ou l'utilisation d'un corticoïde avec moins d'effets secondaires, comme le budénoside, est indiqué. L'azatioprine est utilisée par certains cliniciens en combinaison avec la prédnisolone lorsque la réponse initiale aux corticoïdes seule est insuffisante ou lorsque les effets secondaires sont trop importants. Son action peut cependant prendre jusqu'à 6 semaines. Cette molécule peut être myélosuppressive, hépatotoxique et en lien avec une pancréatite aiguë et nécessite donc un suivi rapproché. La cyclosporine est une autre alternative avec moins d'effets secondaires, mis à part son coût. J'espère que vous êtes désormais incollable sur la prise en charge d'une diarrhée chronique. Alors surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire Hills. À bientôt!